Bonjour à tous, ravi de vous retrouver depuis la zone qui exprime peut-être le mieux notre sujet du jour, à savoir le rêve politique du néolibéralisme est-il pluralisant ou universalisant? Est-ce qu'il vise plutôt l'universalité ou est-ce qu'il vise plutôt la pluralité? On se trouve un peu par hasard dans la zone duty free, n'est-ce pas, hors taxe d'un aéroport, c'est-à-dire la zone commerçante absolument libre puisque absolument pas soumise à aucune règle nationale ou aucune taxe nationale, bien qu'en fait ce soit le cas, mais enfin peu importe, c'est un peu le rêve. Et on va jouer un jeu qui va vraiment commencer à apporter un élément de réponse à ça. Vous allez essayer de me dire où est-ce qu'on se trouve. Alors voyons voir. Hein, ces espèces de boutiques qu'on trouve absolument partout, tout le temps. Alors c'est où ça, hein? Où est-ce qu'on est? Allez, je vous retrouve dans un instant, puis je vous raconte l'histoire. Tchou. Bon, alors voilà, j'ai été coincé dans un aéroport à Madrid, figurez-vous. Et donc j'avais préparé tout ça, petite vidéo sur pluralisant, universalisant pour traiter le dernier axe de notre modélisation des rêves politiques. Et c'est alors que, pas d'avion, boum. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de penser et je vais vous livrer la somme de ces pensées. Et donc, dans un premier temps, une petite réflexion pour enrichir, pour renourrir la vidéo précédente sur le temps dans le rêve politique néolibéral. Ensuite, une petite réflexion, naturellement, puisque c'est celle qui est due dans cette vidéo, sur est-ce que c'est un rêve politique plutôt universalisant et pluralisant ou pluralisant, et puis qu'est-ce que ça veut dire cette notion-là, hein. Et puis, quelques réflexions à l'avenant, quelques réflexions à l'avenant sur nos vieux et le transhumanisme. Voilà. Allez, zou, on y retourne. Vous voyez comme il neige très fort à Paris, et moi je suis coincé dans un aéroport madrilène. Alors dans les aéroports, des fois, on marche dans la... Ah oui, c'est ça, on marche dans la Harvard Business Review. Et ça va justement informer notre réflexion sur le temps dans le rêve politique néolibéral. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ça s'appelle les essentiels 2018, 12 grandes idées pour préparer le futur. Et quand on regarde les chapitres, il est absolument évident que rien, absolument rien, ne concerne un idéal défini qui viendrait informer les actions sociales. On ne parle que du présent et de la capacité à déstructurer, modifier, transformer, profiter du présent. Bien. Jetons un œil. Alors vous voyez, changer plus vite, ça c'est au présent. Repérer l'innovation disruptive, présent. Soyez résilient, c'est une façon de se débarrasser du passé. Adoptez les méthodes agiles, appliquez 3 règles pour réussir, méfiez-vous du prochain gros coup, dominez le bruit, repoussez les frontières de la performance, dénichez l'hypercroissance, maîtrisez le risque géopolitique, gna gna gna. Atteignez les plus pauvres, évidemment. Repensez la prospérité. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est aussi entre maîtriser le risque géopolitique, donc l'ordre extérieur, atteignez les plus pauvres, l'ordre intérieur, repensez la prospérité. Il y a aussi toute une idéologie là-dedans de remplacement des fonctions régaliennes de l'État par les acteurs économiques. C'est assez intéressant. Il y a aussi un point relativement rigolo, c'est qu'ils essayent d'associer, vous voyez, dans tous ces points-là, là, à des animaux, comme si ça avait le moindre rapport avec une quelconque nature. Vous voyez, repérer l'innovation disruptive, et vous voyez un lapin et une tortue. Alors ça c'est pour changer plus vite, non, ça c'est bien le caméléon. Enfin vous voyez, les liens sont complètement comme ça. Ce qui est aussi la marque d'une grande honnêteté, c'est que l'édito de M. Gabriel Joseph Dezer, rédacteur en chef, commence par dire « Il en va des entreprises comme des individus, nul n'est capable de prédire l'avenir ». Et donc, vous voyez, c'est vraiment une espèce d'illustration de la pure négation du futur. C'est-à-dire qu'on est dans un pur présent. Alors c'est marrant d'appeler un magazine préparation du futur en quelque sorte, en affirmant
l'inutilité en réalité de le concevoir avant de s'y projeter. Mais il y a un point que je voudrais aussi qu'on garde avec nous, comme ça, comme simple illustration de cette précédente vidéo sur le temps, c'est que l'essentiel de l'effort qui est mobilisé pour penser le futur, c'est une capacité à bouleverser le présent sans du tout avoir un objectif autre que celui de l'accumulation des profits. Donc c'est vraiment une capacité à déstabiliser le social, à déstabiliser l'institué, qui vraiment s'exprime le mieux, je trouve, dans le mot disruptif. C'est la capacité à défaire, à délier, à déconstruire le social, à le mettre en ébullition avec comme seule fin la production de profits matériels. Alors évidemment, d'un point de vue imaginaire, c'est relativement pauvre, mais d'un point de vue de l'action sociale, c'est extrêmement puissant, parce que ça légitime toute déstructuration. Je me souviens d'avoir entendu il y a quelques jours un responsable politique dire qu'il envisageait telle ou telle réforme sans tabou ni totem. Et c'est exactement ça, c'est une société sans tabou ni totem, c'est-à-dire sans interdit. Elle ne s'interdit a priori aucune destruction, elle ne sacralise pas. La seule chose qu'elle sacralise en réalité, c'est la nécessité d'avoir toujours la possibilité de détruire, une espèce de digestion permanente. Bon allez, on se replonge dans l'univers passionnant des aéroports, et puis ensuite, parce qu'il y a mon embarquement qui commence, vous voyez là, avec encourageante là-bas, c'est pour moi. Bon, allez, je vous reviens pour rediscuter de la pluralité ou de l'universalité de ce rêve politique. Allez zou, partie 2 de la vidéo maintenant, le rêve politique du néolibéralisme. Est-ce que c'est plutôt un ensemble de représentations qui vise l'universel ou qui vise le maintien de la pluralité? Hop donc. Bon, alors qu'est-ce que ce serait un rêve politique qui serait pluralisant? C'est un rêve politique qui cherche à maintenir de la différence, plus exactement, qui cherche à maintenir un certain équilibre entre du différent, c'est-à-dire qui a plusieurs identités, par exemple, et qui cherche à maintenir un équilibre entre ces différences. Ça, c'est un régime pluralisant. Un régime universalisant, c'est un régime qui cherche à créer de l'identité. Par exemple, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles le régime ne peut pas être pluralisant. Le régime politique néolibéral et le rêve politique néolibéral. Alors, le premier, c'est évidemment très simple. Comme tous les êtres humains sont des agents économiques et techniques, on est plutôt dans une forme d'universalisation. Mais en même temps, elle n'a pas de contenu politique positif ou de contenu moral positif. Les hommes sont donc libres et égaux en droit d'accès à leur statut de fonction efficace dans la production de valeur. Bien. La deuxième raison, c'est l'espace flou, l'espace fluide. On a besoin pour se distinguer, comme disait Hannah Arendt à propos de la pluralité, d'une table, c'est-à-dire quelque chose de matériel qui nous maintienne en même temps ensemble et différents. Or, dans un monde parfaitement fluide, si vous voulez, on n'a pas suffisamment de solidité, de points d'accroche, pour construire une véritable diversité. C'est donc en fait un rêve politique qui est à la fois un universel sans objet, un universel technique, un universel sans valeur morale ou sans point de solidité. Et c'est évidemment pas un rêve politique qui vise la pluralité. C'est donc plutôt du côté de l'universel, mais pas un universel comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire comme relevant d'une valeur morale positive et a priori humaniste. C'est joli, hein? J'ai pas pu m'empêcher. Or donc, pour revenir à notre cher schéma, enfin mon cher schéma, hein, c'est pour ça que j'ai placé le rêve politique néolibéral sur cet axe universalisant, pluralisant, du côté évidemment de l'universel, puisqu'on cherche à produire du strictement identique et non pas un ensemble de
différencié, situé et stable. Mais en même temps, c'est un universel qu'on ne peut pas définir comme un objectif. Je devrais même d'ailleurs mettre cette petite bulle rouge plus bas. C'est un universel de fait, mais qui ne recouvre pas un vrai principe d'identification. On peut tout à fait dire, par habitude et pour le bien c'est Ulrich Beck qui raconte ça dans Pouvoir et contre-pouvoir à l'heure de la mondialisation, je crois. On peut tout à fait dire, moi je suis un homme d'affaires et je suis transnational, moi je suis quelqu'un qui n'appartient à aucune zone, j'habite dans l'avion en quelque sorte, où je suis vraiment un pur être de transnationalité, un homme pressé, ou une femme pressée, que sais-je encore. Mais en revanche, ça n'exclut pas et ça ne vient pas concurrencer le sentiment d'appartenance locale. Dans l'exemple que donnait Ulrich Beck, c'est cette espèce de quatre dynamiques qui croise dans l'avion, qui l'interviewe, qui lui dit qu'il est l'être cosmopolitique. Mais ça ne l'empêche pas d'être un Danois et de trouver qu'au Danemark, il y a trop d'étrangers et qu'il faudrait quand même protéger la pureté de la race danoise, enfin de l'identité danoise. Bien. Donc, vous voyez, on a une forme d'identité universelle disponible, qui est celle d'agents économiques et techniques, mais qui néanmoins est creuse et ne vient pas concurrencer les appartenances locales, ne fournit pas un principe d'appartenance et d'identification basé sur une morale positive en quelque sorte, qui dépasse la simple idée que il faut développer un système économique. Qui lui, bien sûr, a sa nourriture morale et son registre de valeurs, de manière de faire, de manger, de dire, de penser, mais manger au Starbucks, penser qu'il faut développer la libre concurrence et trouver que l'interventionnisme c'est mal, ne produit pas un principe, disons une identité universelle. Voilà, une identité humaine universelle. Bien. Dernière partie de la vidéo, quelques réflexions sur nos vieux, et puis je vous laisse. Pour finir de partager le paysage avec vous, une dernière remarque, toujours sur qui s'adresse plutôt d'ailleurs sur le sujet de la façon dont on considère l'humain dans le néolibéralisme. Alors j'ai entendu récemment Raphaël Glucksmann faire un parallèle entre la manière dont on traitait les vieux, nos anciens, nos ancêtres dans les EHPAD, et puis le transhumanisme, comme si on était incapable de s'occuper des vieux tout en se projetant dans cette espèce de nouvelle religion. Il y a un sujet d'Ouzbek et Rika sur la vie éternelle, comment le transhumanisme concurrence les religions. Et je pense que je vous ai dit dans la vidéo qu'on était dans une espèce de pure objectivation de l'agent économique. L'INSEE vient de publier des statistiques. Un homme en France, les 5% les plus riches de la population, a 13 ans d'espérance de vie en plus que les 5% les plus pauvres des hommes dans la population française. Si vous faites partie des 5% les plus riches, vous avez 13 ans d'espérance de vie en plus que si vous faites partie des 5% les plus pauvres. Ce qui recoupe aussi des niveaux de diplôme et des niveaux d'emploi. Alors est-ce qu'il n'y a pas une objectivité plus claire dans la création d'inégalités? Est-ce qu'on n'est pas dans la plus pure objectivation? C'est-à-dire que ce qui vous est le plus vital, la vie, les années de vie, sont réparties dans la société en fonction de votre niveau de revenu. Selon que vous soyez le plus riche ou le plus pauvre, vous vivrez 13 années de plus. Voilà une trace supplémentaire, mais particulièrement lourde et claire et objective, et puis ça vient de l'INSEE, de l'objectivation de l'humain dans le régime néolibéral. Voilà, à la semaine prochaine.